Chapitre 9. Le soir se coucha sur la plaine, furtif comme un voleur. Autour de moi, taupes effarouchés, mes camarades se tairaient. Ils pensaient avoir connu le pire avec la tempête de la traversée et s'apercevaient que la furie des hommes était nettement plus terrifiante que celle des éléments. Je guettais un crissement dans le ciel, ou bien une explosion. Rien. L'ennemi se retranchait derrière ses lignes et faisait celui qui n'est pas là. De notre côté, les officiers attendaient qu'une estafette leur apportât les instructions de la hiérarchie. En vain. Qu'attendaient-ils vraiment? De ramener de nouveau l'enfer du ciel sur terre? Devant moi agonisait une plaine qui aurait inspiré 1000 poètes et 1000 amours précoces. Les oiseaux se taisaient au creux des peupliers. Bientôt notre sang tracerait des ruisseaux dans l'empreinte de nos pas et nous disparaîtrions en même temps que nos cris. C'était absurde. Plus je découvrais en accéléré les réalités complexes du monde moderne, moins j'étais sûr de vouloir écarter mes œillères. Je n'arrêtais pas de traverser le miroir dans les deux sens. Tout allait trop vite pour moi. La moindre découverte me prenait au dépourvu. Là-bas, dans mon douar, le monde était si petit que j'aurais pu le contenir dans le creux de ma main. Je ne risquais pas de me perdre. Toutes les questions étaient réglées. On ne se les posait pas puisqu'on avait la réponse. On ne rattrape pas la comète. Chacun assumait son malheur et attendait du ciel autre chose qu'un obus. Mais ici, au milieu de l'immense gâchis défigurant la plaine, j'étais complètement perdu. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Aux aguets, les nerfs tendus, le souffle coupé, les oreilles susceptibles, le moindre bruit nous raidissait. De temps à autre, des fusées éclairantes illuminaient la plaine. Elles descendaient doucement, en dispersant sur le sol une multitude d'hallucinations. Certains d'entre nous croyaient déceler des silhouettes et ouvraient le feu. Pas un cri, pas une riposte. Un vent vétilleux errait au milieu des cratères, exacerbant notre nervosité. L'ennemi ne se montra pas. Le jour se leva, bredouille, laid, avec son ciel cafardeux et sa brume miteuse. Un éclair fulmina au loin, tel un mauvais présage. Je me rendis compte que mes doigts étaient gelés, qu'ils faisaient corps avec mon fusil. J'essayais de les remuer. Ils ne répondirent pas. Un agent de liaison arriva en courant. Il fonça droit sur la canfouine du capitaine. Il avait l'air d'avoir croisé le diable sur sa route. Nous apprîmes que l'ennemi avait évacué les lieux. Les tirs d'artillerie, c'était une diversion, nous expliqua l'adjudant Gildas. L'ennemi nous a fait croire qu'il couvrait le renfort. En vérité, il couvrait son repli. Les Boches se sont défilés, chef? Nos unités de reconnaissance sont formelles. Il n'y a plus personne en face. Donc la guerre est finie, s'écria le cousin de Zorg, en jetant son chèche en l'air. On n'a plus qu'à rentrer chez nous maintenant. L'adjudant Gildas dodelina de la tête, ému et navré à la fois par tant de naïveté. Notre chef de bataillon réunit ses officiers dans sa casemate. 1 heure plus tard, une patrouille fut envoyée sur les lignes ennemies pour s'assurer qu'elles avaient bel et bien été évacuées. La patrouille revint. L'ennemi était parti. L'ordre fut donné à notre compagnie d'aller voir si le bourg, derrière la butte, était toujours occupé par les Boches. Nous atteignîmes la butte sans rien relever de suspect. On voyait le clocher d'une église figé dans le ciel maussade, les ruelles tortueuses où quelques chiens déboussolés tournaient en rond, la place déserte et, tout autour, des champs livrés au vent. Le sous-lieutenant Bardot observa longuement la bourgade avec des jumelles. « Ça sent pas bon, » dit-il. « Pas bon du tout. » Il désigna l'adjudant Gildas pour partir en reconnaissance. L'adjudant nous prit Zorg, Mabrouk, Hor et moi avec lui. Nous dévalâmes la colline à découvert jusqu'à une ferme isolée. Zorg entra le premier dans l'habitation. Il n'y avait personne à l'intérieur. Une soupe épaisse à moitié entamée finissait de se grumeler dans un bol. Nous inspectâmes les tables. Une vache,
et 2 cochons gisaient dans une mare de sang. Mabrouk piqua la paille de coups de baïonnette. Rien. Nous nous approchâmes en file indienne du village. Un volet claqua par-dessus nos têtes. Zorg pivota sur lui-même et tira à l'aveuglette. Bravo, grommela l'adjudant. Tu viens d'ameuter tout le quartier. Je pouvais pas savoir que c'était le courant d'air, protesta le rouquin. Tu te calmes, d'accord? On n'est pas là pour lever le gibier, mais pour le surprendre. Nous nous faufilâmes à travers les pertuis jusqu'à la place du bourg. Un drapeau tricolore flottait sur le fronton d'un édifice à côté d'un pavillon blanc. Une charrette s'était disloquée par-dessus une fontaine, les roues en l'air. Quelqu'un avait oublié son vélo au beau milieu d'une rue pavée de gros cailloux. Brusquement, surgit je ne sais d'où, un soldat se rua sur moi, les bras en l'air. « Nicht schießen, ich bin verletzt !» J'eus juste le temps de me retourner. Le soldat écarquilla les yeux. Jamais je n'oublierai ce regard. Un regard terrifié, puis incrédule ensuite, d'une tristesse immense. Cela s'était passé en quelques secondes. Le soldat tomba sur moi, la bouche ouverte. Ich gebe auf. Se ramollit, tenta de s'accrocher à moi avant de glisser lentement en entraînant mon fusil dans sa chute. Je mis un certain temps pour me rendre compte qu'il s'était empalé sur ma baïonnette. Il y eut des coups de feu, des cris et des pas de course. Je n'y pris pas part. C'était comme si, d'un coup, une trappe m'avait gobé. J'étais resté planté devant le corps du soldat allemand qui me fixait de ses yeux bleus. Des yeux qui avaient cessé d'attendre de moi une quelconque miséricorde. Il devait avoir une vingtaine d'années, peut-être un peu moins, car il avait un visage d'adolescent qu'une mèche blonde ornait au front. Je crois que je serais resté toute ma vie debout, là, à le regarder, si Mabrouk ne m'avait pas poussé dans une porte cochère pour me mettre à l'abri. Des décennies ont passé. Je n'ai pas réussi à oublier ce jour-là. Ce ne fut pas seulement mon baptême de sang, ce fut ma vraie naissance au monde moderne. Le monde vrai, cruel, fauve et impitoyable, où la barbarie disposait de sa propre industrie de la mort et de la souffrance. C'était donc cela le monde civilisé, le monde du progrès, des laboratoires savants et des grandes découvertes. Je ne soupçonnais pas le progrès d'être aussi destructeur. Avant, j'existais, et c'était tout. Une herbe folle parmi les ronces. J'avais une famille, un chien, une jument, un gourbi, et mon territoire s'arrêtait là où portait ma fronde. Très jeune, on m'avait certifié que chacun naissait doté d'un parchemin dûment établi, avec des gîtes d'étapes précis, des raccourcis et un point de chute dont on ne se relèverait pas. Nous étions persuadés dans notre douar que lorsqu'on éclot sous la mauvaise étoile, on s'évertue à apprivoiser le pire. Hélas, nous étions loin de la vérité. Le pire ne s'apprivoise pas. Et il n'y a rien de pire que la guerre. Rien n'est tout à fait fini avec la guerre. Rien n'est vaincu, rien n'est conjuré ou vengé. Rien n'est vraiment sauvé. Lorsque les canons se tairont et que sur les charniers repousseront les prés, la guerre sera toujours là, dans la tête, dans la chair, dans l'air du temps faussement apaisé, collé à la peau, meurtrissant les mémoires, noyautant chacune de nos pensées entières, pleines, totales, aussi indécrottables qu'une seconde nature. Pour moi, elle aura l'écho du tout premier obus tombé sur nos lignes de front et l'hébétude de mon tout premier mort empalé sur ma baïonnette, un garçon si beau et si jeune, qui aurait mérité de vivre 100 ans si l'horreur ne s'était pas substituée à jamais au bleu de ses yeux.